La vie est injuste sans doute parce que il y en a qui n'ont rien et d'autres qui ont tout, et Ariel Dombal a le charme, l'intelligence, la beauté et le talent. Et on peut l'écouter. Vous me faites grand plaisir. Mais non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je le dis en forme de boutade, mais c'est vrai. Il y a une forme d'injustice parfois à avoir autant de talent et peut-être, j'allais dire, de chance. Peut-être le un tout, c'est ça. Et puis on me disait les fées se sont penchées sur ton berceau. J'aime l'idée des fées parce que c'est quelque chose d'assez éthéré, d'assez incernable, voilà, qui fait le charme de la vie. En tout cas, aucune fée Cabarabos n'est venue sur votre... Encore, mais qui sait, elle va peut-être arriver. Bon, alors, vous êtes là parce que vous êtes la marraine de la 3e édition de l'opéra lyrique Enco à la Sainte-Chapelle qui commence ce week-end. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un moment tellement émouvant. Quand on m'a proposé de venir chanter un peu de Handel et du Barber et du Vivaldi à la Sainte-Chapelle, j'ai dit oui, car c'est un moment unique dans la vie. Cette Sainte-Chapelle, c'est un des endroits les plus beaux possibles, avec une acoustique incroyable. Donc il y a ce mélange de l'architecture, de l'harmonie et puis des voix, de la musique. Donc c'est des moments de très grande intensité. Alors on va dire où est la Sainte-Chapelle, peut-être pour nos amis qui n'habitent peut-être pas Paris. Elle est assez proche de la Conciergerie. Voilà, c'est ça, proche de la Conciergerie. Et c'est vrai que en général, sur la rive gauche. Sur la rive gauche, pas près de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, près de Saint-Germain-des-Prés, et beaucoup de touristes, du monde entier, traversent les océans pour venir voir la Sainte-Chapelle. C'est très, 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 très beau. Et on pourra vous applaudir lundi avec, alors je ne sais pas comment on dit, l'acte hip-hop en compagnie de Yaman Okour, c'est bien cela? Voilà, je le dis bien? Oui, vous le dites bien, parce que l'idée, c'est tout de même la rencontre des arts, la conjugaison des arts. Et donc, moi j'ai toujours aimé le hip-hop, et puis, je viens quand même du classique, les airs sacrés, le conservatoire de musique, Vivaldi, Handel, Bach, Rameau, Mozart, et la rencontre du mouvement du hip-hop et du breakdance sur du classique, et notamment sur du baroque, ça donne des choses formidables. Ce qui est intéressant avec le baroque, c'est que j'ai l'impression, peut-être est-ce que je me trompe, que le baroque est revenu à la mode. Alors est-ce qu'il y a 25 ans, 30 ans ou 35 ans, qu'il l'était moins dans les années 50, 60, 70, où on était peut-être davantage en musique classique, parfois sur des nouveautés, comme la musique de Boulez, parfois aussi sur des choses assez classiques de Beethoven et de Mozart, mais que ce soit Vivaldi, que ce soit Purcell, que ce soit toute cette Handel, les arts florissants, William Christie, et puis on s'est aperçu que ces airs qui ont 3 siècles sont extraordinaires de modernité. La musique après, au 19e, c'est autre chose, c'est des glissando, etc. Mais Bach, Rameau, Handel, Purcell, il y a cette maîtrise justement de la divine proportion, de l'harmonie. C'est génial. Qu'est-ce que vous appelez la divine proportion? Eh bien, c'est Fra Luca Pacioli qui, au XVe siècle, a étudié ce qu'est les lois de l'harmonie qu'on retrouve en musique et qu'on retrouve en architecture. Eh bien, les choses, quand on les regarde, on sent qu'elles ont la bonne proportion. Et c'est le nombre d'or. Et qu'est-ce que vous écoutez principalement en musique classique quand vous avez envie chez vous Alors moi, j'écoute beaucoup de baroque, justement. J'aime beaucoup Handel, Purcell, j'aime les airs élisabéthains. Ça, c'est infini. Et j'aime Bach. J'ai commencé par Bach. La première chose que j'ai chantée, c'est une cantate 78 de Bach. Et je l'ai faite avec, justement, accompagnée d'un synthétiseur qui n'existait qu'à l'IRCAM, la 4X. Et j'ai voulu joindre, justement, la voix humaine avec tout son spectre sensible, avec les nouvelles machines qui sont géniales, qui sont les synthés. Et à l'époque, je me souviens, à la fin des années 70, je crois que c'était Klaus Nomi qui avait popularisé un air de Purcell. Voilà, c'était tout nouveau, et Klaus Nomi était une sorte d'idole queer, parce qu'il est mort du sida très tôt, mais
il a fait connaître à tous les rockers, pas seulement les rockers, toute la musique pop du monde, ce Handel. Non, je vous en prie. Que je vais chanter, justement. Ah, vous allez chanter précisément ce passage. Voilà. C'est Purcell. C'est Purcell. On peut peut-être, je le disais, et j'ai échangé avec notre ami réalisateur Fabrice Lafitte, on peut écouter, pourquoi pas, des classiques recomposés de Vivaldi à Purcell. C'est une relecture audacieuse, dites-vous, du répertoire lyrique. Et puis cette voix d'Ariel Lamballe qui se mêle au mouvement virtuose du chorégraphe et danseur Yamanoukour, c'est ça dont vous parliez tout à l'heure et qui peut être une surprise. Mais c'est vrai qu'il y a chez vous quelque chose de tout à fait singulier, c'est l'éclectisme dont vous faites preuve, et puis une part, c'est vrai, de dérision ou d'autodérision sur vous-même qu'on retrouve parfois dans des films, lorsque vous faites Alibi.com 2, où vous êtes marié avec Gérard Jugnot, et on a l'impression, et puis vous êtes régulièrement également chez notre ami Laurent Ruquier, que j'aime tellement, dans une station concurrente, mais peu importe. Mais il y a cette dimension chez vous très éclectique et qui fait une figure tout à fait originale dans l'espace médiatique, où les gens vous aiment beaucoup, alors que vous êtes à des années-lumière du public classique, j'ai envie de dire, ou même de ceux qui écoutent RTL, mais qui trouvent en vous quelque chose de si singulier qu'ils vous aiment. Ah, c'est gentil de le dire, mais il faut dire que pour moi, c'est vrai, l'idée du rire, l'idée d'avoir ce rendez-vous du rire, c'est mieux qu'une psychanalyse, c'est extraordinaire. Et alors, Laurent, n'est-ce pas, en grand chef d'orchestre, c'est aussi, on est un peu aussi, on devient des personnages. Il nous connaît et on donne des notes comme ça. Et puis, c'est quelque chose où on apprend beaucoup de choses. Et puis, mes camarades, c'est comme un retour à l'école. On a des sentiments très intenses envers nos partenaires et dans le rire. Parce que ça se charrie beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, et qui est parfois surprenant, c'est que vous n'avez pas forcément l'avis de ceux qui vous écoutent. On vous imagine pas en train de faire vos courses le matin et d'aller au supermarché et d'attendre. Non, parce que ça, j'ai choisi. Vraiment, j'ai choisi ma vie. Je savais dès l'enfance que je voulais une vie extrêmement brillante. Je voulais la meilleure des vies possibles. Et la meilleure des vies possibles, avec tout son lot de souffrances et de paradoxes, c'est quand même la vie des artistes. Et donc, j'en suis une, et c'est là où je me sens bien. Et c'est un territoire incertain, un territoire créatif, un territoire vulnérable, un territoire inventif, mais c'est là où je me sens bien. Mais ce qui est étonnant, c'est que parfois, avec cette vie-là, et puis avec ce positionnement-là, le public n'adhère pas forcément et vous imagine très loin. Et vous avez un potentiel sympathie qui est absolument sidérant et qui est pas si fréquent. Alors, à votre avis, c'est quoi la clé? Pourquoi le mystère? Moi, je crois que je me sens très proche des gens. Quand je rencontre des gens, même dans la rue, etc., quelquefois, je me mets à leur place. Je suis eux. Comme je suis née au Mexique, je suis vraiment trilingue, j'ai 3 cultures, l'Amérique, enfin les États-Unis où je suis née, mes parents qui étaient aux États-Unis, mon grand-père ambassadeur de France au Mexique, tout ça fait un milieu culturel. J'ai vu des gens très différents les uns des autres très tôt, et je m'entends avec des gens paradoxalement qui n'ont pas divers, voilà. Et j'ai une adaptation à l'autre et une, je ne sais pas, immédiate. Je ne me sens pas du tout faisant partie d'une humanité privilégiée, loin, ou pas du tout. Là, je pense que ce qu'apprécient peut-être les gens, c'est que vous n'avez pas de jugement lorsque vous les rencontrez. Vous êtes à leur écoute et il y a une empathie qui fait que vous avez envie de vous intéresser à eux, de les regarder droit dans les yeux et de ne pas avoir ce jugement, de ne pas non plus tricher sur ce que vous êtes, parce que vous ne leur racontez pas de salade. Ils savent que vous n'avez pas la vie qu'ils ont, mais il n'empêche que pendant ce moment où vous les rencontrez, il y a quelque chose d'agréable qui peut se passer. Oui, absolument. Et puis je trouve que nous partageons quand même l'essentiel de notre parcours. Nous, tous les êtres qui peuplent la planète, c'est la vulnérabilité. Et donc,
moi, je ne sais pas, quand quelqu'un rate l'autobus, ben, je suis au bord de pleurer. J'ai une empathie. Faut peut-être Ariel. Non, là, n'en faites pas trop quand même. Ariel, non, pas trop. Là, c'est pas bien. Alors attends, rater l'autobus. Alors attendez, rater le bac, peut-être, rater un rendez-vous galant, peut-être. Rater l'autobus, par exemple, quand on est trop vieux et qu'on court plus assez vite. Oui. Vous voyez. Est-ce qu'on peut écouter peut-être d'abord Ariel Dombal ou écouter quelques notes de musique, Monsieur Laffitte? Qu'en pensez-vous? On peut écouter du Vivaldi, par exemple, par Renaud Capuçon. Écoutons. Vivaldi, le prêtre roux. Le prêtre roux, admirable et sensualiste. C'est les 4 saisons. Est-ce que c'est les 4 saisons? Non, je crois pas. L'été. C'est l'été. Ah oui. Le concerto numéro 2. Ah oui, ben voilà, c'est les 4 saisons. C'est ce qu'il y a de plus connu, mais l'œuvre de Vivaldi est immense. Alors les 4 saisons, je le dis pour monsieur Olivier Guénec, ce n'est pas qu'une pizza. C'est sûr. Ça peut être aussi. Ça fait 6 ans que tu me fais la vanne. Mais non. Mais c'est pas la meilleure des pizzas, la 4 saisons. Je suis bien d'accord, Ariel. Non. 4 fromages, oui. Bon, et puis ça nous fait plaisir, évidemment, de vous avoir et puis d'avoir une pensée pour celui. Moi, j'aime beaucoup quand vous appelez votre amoureux BH, parce que vous l'appelez comme ça. Amour, voilà, oui. J'aime bien quand vous l'appelez comme ça. Et puis, comme il parle beaucoup de vous dans un livre que j'ai trouvé formidable, parce que BH, que j'ai reçu plusieurs fois, ne dort pas la nuit. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Et moi, je pense à lui maintenant à chaque fois que je m'endors, parce que moi, je rentre dans un lit, 3 minutes plus tard, je dors. Mais dites qui est BH pour les gens? BH, Bernard-Henri Lévy, bien évidemment. Et il a écrit un livre qui est formidable. Mais effectivement, dans ce livre, quand vous l'avez lu, j'imagine qu'il vous l'a lu, il se met un peu en danger, forcément, parce que il parle de vous, il parle parfois de ses difficultés à dormir, etc. Et est-ce qu'il vous le demande dans ces cas-là, votre avis? Est-ce que vous pouvez lui dire: écoute, Bernard-Henri Lévy, tu parles de toi, tu vas te faire attaquer, est-ce que c'est bien utile ou pas? Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous savez, je suis sa première lectrice, je suis son amour qui est là et qui partage son lit toutes les nuits et d'insomnie aussi. J'ai l'impression qu'il est souvent à son bureau la nuit. C'est-à-dire qu'il se lève, il se lève toujours vers les 3-4 heures du matin et il va écrire. Oui. Il dort pas du tout? Il dort très peu. Il a besoin de peu de sommeil, et puis l'insomnie fait maintenant partie de sa vie. Enfin, il essaye de l'amadouer quand même avec de la chimie, hélas, comme beaucoup de Français. Oui, parce que c'est une pharmacie, votre appartement. J'ai l'impression qu'il change. D'abord, on est obligé de changer parfois de somnifère, et que il le dit dans le livre. Voilà. Et alors, moi, je n'ai pris une fois de ma vie un somnifère. Et donc, moi, j'ai heureusement ce sommeil d'enfant. Donc c'est très bien d'être comme ça. Et de rentrer dans le lit et de pouvoir dormir 3 minutes plus tard. Oui, et d'essayer et j'essaye de le faire dormir, mais pas seulement. En tout cas, c'est toujours un bonheur quand vous venez, et c'est vrai que cet éclectisme qui va de la chanteuse d'opéra que vous êtes, alors évidemment, moi je vous avais vu quand j'étais il y a quelques années dans Pauline à la plage, bien sûr. Je vous avais vu aussi sur scène, j'en ai parfois parlé d'ailleurs avec BH. Je vous avais vu sur scène au théâtre de l'Atelier dans une pièce il y a très longtemps. Oui. Je vous avais vu effectivement, et je me souviens de puis vous m'avez vu beaucoup avec Jérôme Savary, parce que j'ai fait beaucoup de comédies musicales, et ça c'est quelque chose qui est de la jubilation même. Et puis on peut revoir des succès comme Un Indien dans la ville, où à chaque fois vous avez ce rôle. Effectivement, pour un metteur en scène, vous êtes un personnage qu'on a envie de faire jouer, forcément. Oui, mais j'ai joué des choses tellement différentes. C'est vrai. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a cette jubilation d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est une fois qu'on a touché à cette drogue dure, on n'en sort jamais. Et Ariel Dombal était avec nous, elle est la marraine de la 3e édition de l'Opéra Lyrique et Compagnie à la Sainte-Chapelle. Allez-y, du 30 mars au 1er mai 2025. Le dimanche, c'est l'ouverture avec Bach et The Future Let's Dance de Bach à Piazzolla.
Et lundi, ce sera donc Ariel Dombal que vous pourrez écouter. Et puis le 5 avril, il y a le Bel Canto avec Marine Chandillon et puis, Jeanne Gérard. Vraiment, et puis Axel Saint-Cyrel que vous avez découvert aux Jeux Olympiques. Voilà. Et puis enfin, il y a là un éclectisme de voix et de gens étonnants autour de cette Sainte-Chapelle. Allez-y, la pause, le grand débrief avec notre ami Laurent Tessier, tout de suite.